Bienvenue au Désordre mondial, je suis Rachel Marsden. Les États-Unis sont intervenus dans plusieurs pays du Moyen-Orient sous prétexte de sécurité nationale et d'humanité, mais ont ensuite sombré dans un bourbier, sans stratégie de sortie. Mais Donald Trump, lui, a été élu en partie sur la promesse de réduire l'implication des États-Unis dans les conflits étrangers et de repatrier les troupes. Il a annoncé le retrait de la Syrie et de l'Afghanistan. Mais l'empreinte militaire de l'Amérique à l'étranger a-t-elle vraiment diminué à la suite? Ou est-ce un cas de fumée et de miroir? Et comment est-ce que la Russie peut-elle éviter les mêmes erreurs que les États-Unis en se retrouvant coincée dans des guerres perpétuelles étrangères? Le Désordre mondial, présenté par Rachel Marsden. Avec moi aujourd'hui pour discuter de tout cela, Michel Rimbaud est ancien ambassadeur de France et l'auteur du nouveau livre « Les guerres de Syrie » aux éditions Glyph. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, j'aimerais bien commencer avec quelque chose que le président de la République, Emmanuel Macron, a dit très récemment lors d'une interview avec The Economist. C'est un journal en Angleterre. Et parce que c'est vraiment pertinent ici. Il a dit, et je cite directement d'une traduction fournie par le ministère des Affaires étrangères en France, et je cite: qui s'arme à marche forcée plus qu'aucun autre pays européen. C'est un pays qui a été sanctionné légitimement sur la crise ukrainienne. Et donc, de mon point de vue, ce modèle n'est pas soutenable. Il parle de la Russie. De la Russie. Et je cite encore, la Russie est sur un modèle de surmilitarisation, de multiplication de conflits, mais elle a ses problèmes internes, démographie, économie, etc. Donc, quelles sont ses options stratégiques? Ok, alors là, il pose la question que moi je me suis aussi posée. On parle toujours du fait que les États-Unis, ils sont impliqués dans les guerres un peu partout à travers le monde, que c'est pas soutenable, que Trump, lui, il reconnaît ce fait et il essaie de repatrier des troupes, de réduire le nombre de guerres dans lesquelles ils sont impliqués à l'étranger. Ok, bon. Est-ce que la Russie risque de tomber dans le piège maintenant? Je pense que pour la Russie, moi je ne crois pas, parce que d'une part, la Russie n'est pas impliquée elle n'a pas une présence militaire à l'étranger comparable à celle des États-Unis, qui sont omniprésents dans je sais pas, ils ont 700 bases, 800 bases, 1200, ça dépend ce qu'on entend par base, mais enfin c'est immense. La carte, elle est saupoudrée la carte de la planète est saupoudrée de bases américaines. Je pense pas que la Russie en soit à ce point-là. Enfin, si on disait bien au début en ricanant un petit peu que la Russie, finalement, au Moyen-Orient, Proche-Orient, elle n'avait plus que la base de Tartus, auprès de Tartus en Syrie, justement, ce qui était peut-être exact, mais enfin bon, c'est pas comparable. Ensuite, c'est vrai qu'on parle toujours pour la Russie, on parle de pièges, là où on peut se faire attraper. Je pense que la Russie, on se réfère toujours à l'Union soviétique qui serait engluée, disons, en Afghanistan. Mais je dirais qu'il ne faut pas. Je pense que tout ceci était le résultat quand même d'un plan américain qui est ressorti par la suite. C'est-à-dire que ça avait été volontaire. On avait attiré l'Union soviétique dans le piège afghan, et c'est-à-dire que la présence, y compris le processus de formation de groupes comme Al-Qaïda à l'époque, qui est une création des États-Unis, de l'Arabie Saoudite et du Pakistan, était déjà en train. Autrement dit, ce ne sont pas c'est pas l'invasion soviétique qui a provoqué la guerre en Afghanistan, celle des années donc 1980 à 90, mais plutôt l'inverse. Disons, l'Union soviétique est venue une fois que déjà les Américains étaient prévus et prévoyaient de lancer cette guerre, je pense. Mais quand Emmanuel Macron dit que la Russie est sur un modèle de surmilitarisation, de multiplication de conflits, mais elle a des problèmes internes. Alors, est-ce qu'il a raison ou pas? Tout simplement, oui ou non?
Écoutez, pour les problèmes internes, je dirais pas beaucoup plus que la France. Je pense plutôt au moins même. Il y a plus d'unanimité sur la politique russe de Vladimir Poutine de la part du peuple russe que d'unanimité sur la politique intérieure et extérieure de M. Macron. Donc il ferait mieux d'être prudent avant de parler. Bon. Et puis deuxièmement, le surarmement et la multiplication, la militarisation complète de la Russie, moi je n'y crois pas. Disons, je pense que on ne trouve pas la Russie présente sur tous les champs de bataille et multipliant les champs de bataille. C'est renverser la situation et la vérité que de dire ceci, puisque si on regarde sur la carte, le pays, si on dit il y a deux pays entre la Russie et les États-Unis qui sont encerclés de base de l'adversaire supposé, c'est bien la Russie qui est cernée littéralement, y compris dans tout ce qui était le glacis du pacte de Varsovie, même les États de l'ancienne URSS, que ce soit en Asie centrale, dans le Caucase ou bien en Europe de l'Est, désormais c'est l'objet d'une offensive et l'OTAN est présente pratiquement dans tous ces pays. Aux États-Unis, je ne vois pas, il n'y a pas de base russe que je sache actuellement, ni au Mexique. Cuba, c'est un pays indépendant, mais qui, après tout, l'URSS n'y est plus présente. Et disons, les États-Unis ne sont nullement encerclés par la Russie. Par contre, la Russie peut dire qu'elle est encerclée par les États-Unis, elle est en droit de se défendre, je pense. Moi, je ne suis pas un citoyen russe, mais je ne suis pas chargé de faire ni apologie, ni au contraire la critique, mais je pense qu'on peut estimer qu'un pays a le droit de se défendre, et quand il est encerclé à ce point, il est de mauvais ton et un peu malhonnête, je dirais, et en tout cas pas fair-play de dire le contraire de ce qui existe. Il suffit de regarder la carte. Alors ceux qui ont entendu le discours de M. Macron ou des dirigeants français ne regarderont pas peut-être la carte, ils n'auront pas cette curiosité, ils ont bien tort, parce qu'ils verraient bien que ça ne tient pas debout et que c'est l'inverse de la vérité. Alors parlons-en maintenant des guerres américaines et notamment de la Syrie. Trump a annoncé le retrait des troupes américaines de la Syrie et aussi de l'Afghanistan, peut-être plusieurs fois même. Oui. Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'il a vraiment réduit l'effectif militaire sur le terrain dans ces deux pays, ou est-ce qu'on assiste tout simplement à une série d'annonces ? Moi, je pense qu'il y a les deux. Vous avez raison de dire ça, puis on peut se poser la question. En tout cas, c'est vrai que je pense pas me limiter à la Syrie dans le cas présent. Pour l'Afghanistan, c'est déjà une présence militaire très 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 longue. En Syrie, ça date, disons, à partir des années de la crise actuelle, quoi. À partir de 2011, 2012, etc. Même plus de 2013, 2014, la présence militaire américaine. Mais c'est vrai que M. Trump, quand il a été élu, dans son programme électoral, il y avait le retrait. Il a annoncé le retrait, l'America First. Donc, on retirait la présence. L'Amérique n'a plus vocation à être, n'a plus envie, n'a plus besoin d'être. Oui, c'est ça, le flic du monde, comme vous dites. Et donc, finalement, qu'il allait retirer toutes les troupes américaines du Moyen-Orient, notamment. On a l'impression qu'il a vraiment envie de le faire. Oui, c'est ça. Mais comme je dis toujours, on dit toujours que le président américain, c'était l'homme le plus puissant du monde. C'est vrai, peut-être, j'en sais rien. C'est un peu du passé. Mais en tout cas, c'est pas l'homme le plus puissant des États-Unis. Ça, j'en suis sûr. Bon. Et donc, on pouvait le dire non seulement de M. Trump et de tous ses prédécesseurs. C'est pas le président qui commande. Moi, je crois. Je ne suis pas un spécialiste. Je ne connais pas en profondeur. J'ai une connaissance d'honnête homme des États-Unis. Oui, d'honnête homme et pas de malhonnête. Alors, quand vous dites qu'il n'est pas l'homme le plus puissant des États-Unis, malgré le fait que peut-être c'est l'homme le plus puissant au monde, c'est qui est le plus puissant des États-Unis ? C'est tout ce qui l'entoure. L'État profond, alors. Vous savez, oui, j'ai déjà parlé. Autrement dit, le courant néoconservateur et évangélique et les lobbies. Non, mais c'est quand même censé être le chef de l'armée américaine. Oui. Alors, quand il commande le retrait des troupes, ils sont censés de revenir chez eux, écoutez, prendre une bière chez eux, voilà. Vous avez raison, c'est sûr, moi aussi je le pense, mais on doit constater. Moi j'ai compté au moins trois décisions de retrait, à 3 reprises. Je vais retirer les troupes, et dans un premier temps, c'est vrai qu'elle commence à se retirer, on voit un frémissement, mais seulement, après, immédiatement, il y a des gens dans son entourage qui se gênent même pas pour dire l'inverse de ce que le président a annoncé. C'était typique. James Mattis, par exemple, oui, qui est parti. Qui était le chef, c'était le général, ministère de la Défense, oui. Il y a eu le célèbre John Bolton, quand il est venu, je pense il faisait partie de ceux, mais il n'était pas seul, c'était tout un lobby, et au sein de l'État américain, je pense qu'on n'a pas trop, ceux qui disent que Donald Trump est face à un coup d'État permanent de la part de son entourage, du Pentagone, de la CIA, etc., certains éléments du Pentagone, de la CIA, et de son gouvernement, et de son administration,
y compris dans ses conseillers proches, je crois qu'ils n'ont pas tort. C'est bien la réalité. Et c'est pour ça que M. Trump, il décide une première fois de retirer les troupes, puis on vient lui dire, mais ne faites pas ça malheureux, etc. Et puis on corrige, et on se répand, on n'attend pas qu'il dise oui ou non. Lui, il s'exprime par Twitter, mais sur la presse, il y en a d'autres qui s'expriment. Et donc, ça fait 3 fois. La dernière fois, mais on remarque que aux 3 retraits, à chaque fois que la décision de retrait a été prise et que l'effet est passé de la contre-décision du pouvoir profond, si on veut, eh bien on s'aperçoit qu'il reste de moins en moins de soldats américains en Syrie. Il n'en reste plus beaucoup quand même. Voilà, c'est ça. Moi je pense à chaque fois. Alors il y a quand même une réduction. Il y a quand même une réduction à chaque fois. Dans la foulée. Il y a eu une réduction à chaque fois, oui, je pense. Et je crois que M. Trump, moi il ne m'a jamais dévoilé ses secrets, mais je suis à peu près persuadé, je ne suis pas le seul, à ce qu'il a l'intention d'appliquer, de mettre en œuvre ses promesses de campagne, et que s'il était seul, il retirerait toutes les troupes américaines, à la fois du Moyen-Orient et de Syrie notamment. Mais il y a ces pressions, ainsi de suite. Même, j'étais frappé de voir cette fois-ci, je me suis dit, c'est un secrétaire d'État, ou un secrétaire à la Défense plutôt, qu'il vient de nommer, M. Esper, je crois, quelque chose comme ça. Mark Esper. Oui, il a remplacé Mattis éventuellement parce qu'il y avait un intérim, puis il y avait Mark Esper. Oui. C'est un ancien lobbyiste, en fait. D'accord. Alors, avec un monsieur Esper, moi j'ai espéré justement que disons au moins qu'il obéirait ou qu'il ne prendrait pas le contre-pied de la décision de son président. Et d'ailleurs, il a dans un premier temps, il a dit le président Trump a décidé et nous allons le faire. Mais manque de chance. 3 jours après, enfin manque de chance ou je sais pas, mais en tout cas on peut constater que 3 jours après, ça y est, il expliquait qu'il fallait au contraire maintenir des troupes et que le président Trump n'avait pas ceci, n'avait pas cela. Et justement, on sait aussi que Trump a annoncé en octobre, lors du mois dernier, le déploiement de 3000 troupes américaines en Arabie Saoudite cette fois-ci. Oui. Il a dit que c'est d'accord, il est d'accord puisque bien sûr l'Arabie Saoudite est d'accord pour payer la facture, ils vont payer cash quoi. Oui. Alors là c'est bon. Dès qu'il s'agit de payer, en Arabie Saoudite, la présence américaine est légitime, parce que c'est les Saoudiens qui en demandent et qui redemandent, même à payer, même à coût de centaines de milliards, du style ruiner le pays entier et pomper tout son pétrole jusqu'à en mourir, que finalement ils sont contents. Alors bon, on peut plaindre les Saoudiens, moi je comprends pas très bien leur démarche, mais enfin bon, il y en a peut-être, eux ils comprennent peut-être. Alors par contre, en Syrie, la présence américaine, c'est un euphémisme de dire que leur présence n'est pas du tout souhaitée ni demandée par le gouvernement syrien, par l'État légal syrien. Elle n'est pas demandée, donc elle fait partie de ces présences illégitimes, comme le sont celles de tous les Occidentaux, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne et d'autres, les Danois, enfin il y a des... Et puis même les Turcs, y compris, ils ne sont pas souhaités. Et donc ils sont même tout à fait indésirables. Alors c'est pas souhaité, on ne peut pas mettre ça sur le même... Et la présence américaine, donc, est illégale. Alors l'Amérique, c'est l'Amérique, mais en plus, je crois que quand même c'est surréaliste, si on veut. On parle d'État voyou, mais c'est presque des fois c'est du gangstérisme pur et simple, puisque même dans le sillage de cette décision, cette 3e décision et du mouvement de retrait sur la décision qui a suivi, que M. Trump annonce qu'il va exploiter le pétrole syrien, et puis qu'il désigne 2 compagnies qui doivent s'installer là pour le pomper et pour le vendre. Ils sont toujours là-bas, je pense. Oui. Est-ce qu'ils ont le droit d'y être ? Non, ils n'ont pas le droit. Mais c'est qu'il y a belle lurette que M. Trump et les gouvernements américains n'attendent pas d'avoir le droit pour faire quelque chose, et qui font même toujours plein de choses. La plupart des choses qu'ils font sont des choses auxquelles ils n'ont pas droit et dont ils n'ont pas le droit. C'est ça le problème. L'absence de droit international, c'est ça, quand je parle toujours de la dévastation du droit international. C'est quoi la solution ? Ils vont juste rester sur place, pomper le pétrole ? Ils vont finir par se retourner, ils vont finir par se retirer, parce que finalement, le pétrole n'est pas à eux. Et puis d'abord, ils peuvent pas. J'imagine que les 2 sociétés pétrolières dont il s'agit, parmi les majors américaines, c'est Exxon ou Texaco, je sais plus, il y en a 2, Mobil, peut-être bien. Et donc, je pense qu'ils vont pas obtempérer à l'ordre du présidentiel. D'abord parce que c'est au pays du libéralisme. À l'ordre de Trump de venir exploiter le pétrole syrien. C'est du banditisme international. Le pétrole syrien appartient à la Syrie, et donc le propriétaire de celui qui gère cette souveraineté et des ressources du territoire, etc., c'est le gouvernement syrien que dirige M. Bachar el-Assad. Et en parlant des intervenants sur le territoire syrien, je vais faire une petite parenthèse parce qu'il y a eu le fondateur des Casques Blancs, un ancien militaire anglais du nom James Le Mesurier, est mort d'une manière assez
intéressante, mystérieuse. Dehors de son appartement, il était retrouvé avec des jambes cassées, son corps un peu cassé, à Istanbul. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des casques blancs? Alors, parce que quand j'ai évoqué cet événement avec un autre journaliste américain qui passe beaucoup de temps sur le terrain, lui, il m'a dit mais c'est dommage ce qui lui est arrivé. Premièrement, il croit que c'était pas une suicide. Parce que les circonstances sont assez intéressantes quand même. Oui. Deuxièmement, il m'a dit, si c'était pas un suicide, si c'était quelque chose de plus louche, un meurtre par exemple, il m'a dit que c'est pas juste que quelqu'un soit tué parce que justement, il a décidé d'intervenir d'une manière humanitaire sur le territoire syrien. Alors, réaction de votre part à un tel sentiment. Vous pouvez la deviner, ma réaction. Je pense que parler de la vision humanitaire, il a fondé les casques blancs. C'est un homme des services de renseignement britanniques. Et donc, il a fondé les casques blancs, entre autres, avec des acteurs syriens, ou supposés syriens, donc qui sont les casques blancs. Cette organisation dite humanitaire, en réalité, avait été le bras humanitaire armé de Al-Qaïda. Et on a plein de preuves de gens. Il y a des journalistes d'investigation qui l'ont trouvé, les liens entre James Le Mesurier et les services de renseignement britanniques tentent à montrer que les casques blancs étaient une organisation, une ONG, mais une fausse ONG, une ONG dévoyée, qui avait été créée par les services spéciaux anglais, qui ne sont pas moins actifs que les services américains. On en parle moins, mais ils ne sont pas moins actifs. Comment est-ce qu'on sait cela? Pourquoi est-ce que vous dites ça? Parce qu'il y a plein de gens qui disent mais c'est une ONG humanitaire, ils font des soins médicaux. Parce qu'on a vu des opérations, les casques blancs sont déjà venus 2 ou 3 fois en France. Ils ont été reçus avec effusion par nos gouvernants. Ils sont allés aux États-Unis, ils ont été reçus avec effusion également par des radios, des chaînes de télévision. On leur a donné même des prix de droits de l'homme. Je crois qu'à un moment donné, il a même été question de leur donner le prix Nobel de la paix. Ça, c'est l'humour occidental, je dirais, des temps modernes. En réalité, on sait bien, on le sait, parce que sur le terrain, ça a été vu, on le sait, leur façon de procéder, de maquiller les corps des enfants, de les préparer, même avant que l'opération chimique, soi-disant, qui est d'ailleurs, en général, parce que c'est branché avec la responsabilité des attaques chimiques. Ils répondent à cela en disant, mais on fait un peu de publicité, un peu de, relations publiques afin de pouvoir obtenir des fonds. Oui. Lever des fonds. Enfin, au besoin d'un gigantesque mensonge quand même, parce qu'il n'y a jamais eu de preuve que c'était le gouvernement syrien. Il a tout le temps à démontrer que ça n'était pas le gouvernement syrien qui était responsable, parce que c'était le timing, je dirais, de toutes les attaques, ça aurait été d'une bêtise incommensurable. Or, s'il y a quelque chose, un défaut que n'ont pas les autorités syriennes, c'est d'être bêtes et stupides. Bon, et alors donc, je pense que ces attaques, à chaque fois, il y a eu des investigations. D'abord, elles ont traîné quand c'était le gouvernement syrien qui les demandait. Elles traînaillaient jusqu'au dernier moment et on savait que c'était toujours le joint à une avancée de l'armée syrienne dans la reconquête de tel ou tel pays, dans telle ou telle région. À chaque fois, il y avait à la clé, ou pendant, ou avant, enfin dans la foulée, la première étant à peu près en 2013, les premières étant en 2013, c'était toujours lié à une opération d'envergure de l'armée syrienne. Et ça tendait à dire, à propos, on pourrait peut-être faire une petite intervention militaire pour empêcher cette action de l'armée syrienne. Et or l'armée syrienne, c'est pas une armée d'invasion, c'est une armée nationale de conscription, etc. Et elle a le devoir et le droit de maintenir la souveraineté du pays sous les ordres du gouvernement syrien. C'est le rôle de n'importe quelle armée nationale. Alors les casques blancs, on les a pris. Des fois, on a des photos de tel ou tel, par exemple celui qui se présentait comme étant le maire d'Alep, c'est de l'escroquerie intellectuelle. Il n'était pas maire d'Alep. Il était qui est venu en France à deux reprises avec une délégation de casques blancs justement. Enfin, accompagnant une délégation de casques blancs. Il n'était pas plus maire d'Alep que je ne suis archevêque de Canterbury. Et je ne le suis pas. Bon, et donc c'était un homme qu'on avait vu en compagnie des gens de Al-Qaïda, mais au milieu avec tous ces casques blancs qui s'affairaient, qui étaient en train de pomponner les enfants, de les mettre en position de tournage de film, quoi. Et c'était pas les enfants. C'était drôle qu'il y ait que des enfants, et puis que s'ils avaient été gazés si cruellement que même les casques blancs puissent s'approcher sans masque, sans rien du tout, en tripotant et en remuant les corps. C'est quand même étrange, ça. Ok, alors pour fermer le parenthèse.
2015, l'influence américaine en Syrie diminue et celle de la Russie monte. Au moins, c'est ce qu'il me semble. Comment la Russie peut-elle éviter aussi de sombrer dans la guerre perpétuelle en Syrie ? Parce que la Syrie, je pense qu'il y a une chose, c'est que je crois que l'intervention en Syrie, elle n'est pas couplée avec des agressions contre une centaine de pays de la planète, quoi, en même temps. Et donc, je pense que la Syrie a des intérêts légitimes. Faut pas, je dirais que la Syrie, pour la Russie, est un État du voisinage, hein, pratiquement. Quand on regarde la carte, ils n'ont pas de frontières communes, mais ils ne sont pas bien loin. C'est un pays de la région. Pour les États-Unis, que je sache, sauf si l'océan Atlantique a été vidé hier, je ne pense pas qu'on puisse dire la même chose. Donc, pour la Russie, c'est un pays de son environnement proche. Ça ne fait pas partie de l'étranger proche, comme il disait, les anciens pays du pacte de Varsovie, mais surtout les anciennes républiques soviétiques. Mais comment la Russie pourrait s'extraire de la Syrie, de la situation actuelle ? Parce qu'il me semble que la présence russe est assez nécessaire aujourd'hui en coopération avec d'autres acteurs sur le terrain pour garder au moins une certaine stabilité. Oui, mais comment je pense que se soustraire. Je pense que la Syrie, de toute façon, le gouvernement syrien le dit à toute occasion, mais je crois que c'est vrai. Moi, je ne crois pas à la perversité de l'alliance russo-syrienne. Il y a un véritable partenariat. Parce que, je dis toujours la formule, et puis on n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Certes, on dit couramment que la Syrie devra une fière chandelle, disons, à la Russie pour son intervention diplomatique au Conseil de sécurité et militaire à partir de 2011. Et son intervention militaire à partir de septembre 2015. Et le lancement de processus politiques à Astana, les réunions de Sochi, etc., qui ont permis de créer un conseil constitutionnel et de dévier un petit peu le conflit de sa voie militaire, comme elle était, vers une solution politique qui est nécessaire. Bon. Et donc, je pense que la Russie ne se laissera pas. Je crois que l'intervention militaire russe, je ne suis pas dans les petits papiers de ceux qui font le budget de la défense russe, mais on dit que c'est quand même, ils font ça à un coût relativement réduit, ça n'est pas à coût de milliards de dollars. Ils ont une présence efficace, qui est étudiée, qui est bien ciblée. Ils ne se substituent jamais à l'armée syrienne. Ils apportent un appui aérien et dans les défenses, la fourniture de matériel militaire. Je crois qu'ils sont lancés dans une opération me semble-t-il, ce qu'on dit, du moins, dans une opération, c'est ce que disent les uns et les autres, les Syriens comme les Russes, de restructuration complète de l'armée syrienne pour en faire une armée qui est, disons, je pense, relativement redoutable maintenant parce qu'elle est aguerrie. Bon, et je crois que donc il y a pas, je crois que la Russie au fond ne joue pas de mauvais tour à ses alliés, de mon point de vue, même si elle a des relations avec tous les pays de la région. Alors quelquefois il y en a qui disent oui, mais avec la Turquie, avec le Israël, avec l'Arabie Saoudite. Ben oui, mais la Russie a récupéré un statut de grande puissance. Alors je veux dire que finalement l'autre volet, si la Syrie doit une fière chandelle à la Russie, c'est vrai, mais j'ajoute aussitôt, et je le dis toujours, la Russie doit aussi une fière chandelle à la Syrie, parce que l'armée syrienne, après tout, a lutté contre des dizaines de milliers de djihadistes seuls pendant 4 ans et demi, de mars, au fond, 2011 à septembre 2015. Bon. Et c'est pas rien, c'est 4 ans et demi, c'est la moitié des hostilités. Et maintenant, je dirais que la Russie cherche à imposer une solution politique. Je pense qu'elle est en voie d'être trouvée. Il y a ce Conseil constitutionnel avec le Conseil restreint, une constitution nouvelle et des réformes. Bon, je pense que ça devrait marcher normalement. Il n'y a plus d'autre voie, de toute façon. Je pense que sur le terrain, disons, sur le terrain de la crise syrienne, je crois qu'il s'est créé un équilibre des forces nouveau, y compris politique, diplomatique, militaire, y compris. Je pense que, finalement, je ne suis plus sûr du tout. Au fond, j'en dirais même plus si je voulais aller jusqu'au fond de ma pensée, mais disons que je ne suis pas très sûr, un euphémisme, que les États-Unis aient encore la supériorité militaire à l'échelle du monde. Parce qu'autrement, il aurait déjà déclenché la guerre et les hostilités. Je pense que quand un pays menace toujours, mais ne déclenche jamais les hostilités, c'est parce qu'il n'est pas très sûr de gagner. Et je crois qu'il est même sûr de ne pas gagner quelquefois. Et je pense que depuis 2013, par exemple, à chaque fois qu'il y a eu une menace militaire très forte de la part des États-Unis et de l'Occident sur la Syrie, eh bien, au dernier moment, elle a été, j'allais dire, ça fait pchit, comme disait le président Chirac. Et c'est parce que ça, la suprématie, je crois que l'équilibre militaire, il est un peu renversé, de mon point de vue. Et est-ce que vous croyez que c'est possible de transitionner en Syrie du combat à la reconstruction d'une manière saine ? Et est-ce que, pour la Russie, ça pourrait être rentable aussi ?
Oh oui, disons son influence restera. Ils seront pas, personne ne les virera comme des malpropres. C'est vrai qu'ils ont joué. Pour les Américains, ce serait rentable aussi. Est-ce que eux, ils pourraient rester oui, mais enfin, d'une manière ou une autre? Faudrait qu'ils s'y prennent d'une autre façon, quand même. Le pétrole, s'ils veulent avoir des concessions, faut peut-être le négocier quand même. C'est pas leur pétrole. Que je sache, les Syriens ne vont pas négocier le pétrole de l'Oklahoma, ou je sais pas d'où, ou du Texas. Bon, alors donc ça faut respecter. Et puis d'arrêter d'avoir cette position quand même. Je dirais la même chose d'ailleurs pour la France. Que si on veut, parce que c'est bien beau de dire ceci, cela, et de voir la situation d'une façon tordue comme le font les gouvernements, de nos gouvernements, les gouvernements de la France. Je le déplore d'ailleurs. Moi, je voudrais bien que la France revienne à avoir des relations, une présence qu'elle avait, une amitié qu'on lui attribuait, du moins avec la Syrie. Je sais pas, je pense que ça serait bien, je l'espère. Tu vois. Moi, je suis un ancien diplomate. Bon, je serais bien heureux que ça ait lieu, mais je suis pas très sûr que ça se décide actuellement. Alors, pourquoi est-ce que vous croyez, ou bien est-ce que vous croyez que les États-Unis ont du mal avec des stratégies de sortie de guerre étrangère, et si oui, pourquoi? Parce que je pense que d'abord ils sont un peu trop que oui. parce qu'ils ont un peu trop de guerre à l'étranger, qui sont à des stades différents et des formats différents. Bon, et puis deuxièmement parce qu'ils engagent des guerres contrairement à tout droit international, encore une fois, ils sont membres du Conseil de sécurité et donc ils doivent préserver des principes qu'ils violent, comme d'ailleurs leurs alliés occidentaux, membres permanents du Conseil de sécurité, et donc ils violent tous les principes dont ils sont théoriquement parmi les gardiens, les 5 gardiens, mais ils les violent à tour larigot, et tous les principes des Nations Unies, et donc notamment celui de l'obligation de négocier, de ne pas recourir à la violence et de laisser aux Nations Unies et au Conseil de sécurité ce rôle. Bon, ils engagent plein de conflits, plein de guerres. Ils ont du mal à s'en retirer. Et puis après, parce que ça les rend pas très populaires dans le monde quand même. Parmi les élites, ils ont beaucoup de support et de complices. Mais parmi les populations, ça je suis bien sûr, même y compris dans les pays occidentaux. Ça je suis sûr. Même vis-à-vis de l'Europe. À vrai dire, je dirais pas qu'ils se comportent comme une puissance amie. Et puis quand même, mener une politique tordue, une politique illégale, injuste et au fond infâme, je crois que ça n'attire pas la sympathie. Et au fond, ça attire à la limite peut-être un châtiment. À la fin, oui, sans faire de métaphysique, pourquoi pas, je pense. Michel Rimbaud, ancien ambassadeur de France et l'auteur du nouveau livre « Les guerres de Syrie » aux éditions Glyph. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci. Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pouvez réécouter l'émission à tout moment sur desormondial.com ou sputniknews.com.